demain à 23 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Coup de théâtre à l'Association des départements de France. Les conseils généraux de droite suspendent leur participation. Ils dénoncent la mort des départements. Satisfaction en revanche des maires de France. Ils ont obtenu que le soutien de l'État à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires soit prolongé. La rentrée universitaire en débat au Sénat, 6 ans après la loi sur l'autonomie des universités. Le bilan est-il satisfaisant? Débat à suivre dans ce journal. Et notre invité ce soir, Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux. Il est l'auteur du rapport remis ce matin en François Hollande en faveur de la panthéonisation d'une femme du XXe siècle. Ils ont eu gain de cause. Confrontés à la réforme des rythmes scolaires, les maires ont obtenu de Matignon que l'aide versée en 2013 pour que les communes mettent en place la semaine de 4 jours et demi soit reconduite en 2014. Au total, l'enveloppe avoisine 150 € par enfant et par an. Mounir Soussi. 250 millions d'euros pour calmer la fronde contre la réforme des rythmes scolaires. Sous la pression des élus, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, prolonge d'1 an l'aide initialement destinée aux communes qui lanceraient la réforme dès 2013. Les communes ne pouvaient pas faire face, elles ont un effet ciseau qu'elles subissent, plus de charges, moins de dotations. Si en plus on ajoutait le coût du passage à la semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire 800 millions d'euros par an, c'était insupportable. Dans l'opposition, les élus doutent de la pérennisation de ce soutien de l'État et craignent même qu'au final, la note pèse sur le contribuable. L'argent n'arrive plus d'État puisque les autres recettes se réduisent aussi. Donc ça veut dire que c'est par l'augmentation des impôts locaux que l'on devrait payer la réforme des rythmes scolaires. C'est pas ce qu'a vendu le gouvernement. Aujourd'hui, moins d'un quart des villes ont lancé la réforme. En plus des difficultés financières pour les communes, des problèmes d'organisation apparaissent. Mais avant de condamner tout le projet, cet élu qui a adopté les nouveaux rythmes scolaires appelle à laisser du temps au dispositif. Je crois vraiment qu'il faut être raisonnable et qu'il faut faire le bilan dès la fin de cette année scolaire-ci, parce qu'avec un quart des communes, on aura une estimation du coût et je fais le pari que le coût ne sera pas aussi élevé qu'on veut bien le dire chez certains politiques. Actuellement, l'État, les communes et les caisses d'allocation familiale contribuent à hauteur de 150 € en moyenne par élève. La possibilité de rendre certaines activités payantes est sur la table, mais très peu de villes ont franchi le pas. Les conseils généraux de droite sont en colère et ils le font savoir. Ce matin à Lille, ils ont claqué la porte du congrès de l'Association des départements de France. Ils dénoncent le désengagement financier de l'État. L'annonce a été faite à la tribune par le président du Conseil général de la Haute-Marne et sénateur UMP Bruno Sido. On l'écoute. L'ensemble des 41 présidents de conseils généraux de la droite, du centre et des indépendants suspend uniment le versement des cotisations à l'ADF, jusqu'à ce qu'elle redevienne le fer de lance résolu et indépendant des départements, jusqu'à ce qu'elle redevienne fidèle à elle-même, à sa mission originelle. Nous lui demandons d'obtenir de l'État notre dû. Et nous retrouvons en direct de l'ADF à Lille Pierre-Henri Gergonne. Bonsoir Pierre-Henri. Alors vous avez assisté à ce coup de théâtre. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé ce matin n'est qu'une demi-surprise. On savait le mécontentement grandir au sein des élus de droite et le geste de Bruno Sido et ses amis est ce soir à relativiser. Il est vrai, incontestablement, que la situation financière des départements est aujourd'hui une situation précaire. Baisse des dotations de l'État, des baisses souvent mal compensées par des compromis qui ne satisfont finalement personne. Il est tout aussi vrai que cette situation financière précaire, eh bien, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler que c'est François Fillon lui-même, Premier ministre, qui à son époque à Matignon, avait décidé de geler tout simplement les dotations financières de l'État attribuées aux collectivités locales et donc aux départements.
Il n'empêche, ces départements dont on ne donnait pas cher de leur peau il y a encore quelques mois restent toujours inscrits dans le paysage territorial français, malgré les velléités des uns ou des autres de les supprimer. Le départ ce matin des 41 départements de droite porte aussi un coup extrêmement rude à l'Association des départements de France. Écoutez Patrick Caner, il est socialiste, il préside le département du Nord et c'est lui qui aura la lourde charge de gérer la trésorerie de l'Assemblée. Écoutez. L'arrêt des cotisations signifie potentiellement, bien sûr, la désadhésion de ces 41 conseils généraux. Jamais une telle situation n'était parvenue, même au pire moment des difficultés que peut connaître une association de ce type, avec notamment une droite et une gauche. Cette responsabilité a été prise ce matin. Permettez-moi de le regretter. Je suis déçu et en même temps fâché politiquement. Alors demain, Jean-Marc Ayrault sera présent à Lille. Il n'aura pas la tâche facile pour contenter les uns et les autres. L'intervention très attendue du Premier ministre pourrait bien s'avérer beaucoup plus délicate et beaucoup moins confortable que prévu, même dans une salle vide de tout élu de l'opposition. Merci Pierre-Henri pour vos explications. Alors on vient de le voir, la situation financière des départements est critique. Pourtant leur rôle, notamment en matière d'aide sociale, reste essentiel, comme l'a constaté à Lille Paul Bouffard. Quartier Lille-Fives, à l'est de la métropole. Une zone fortement touchée par le chômage. Avec cette unité territoriale d'action sociale, le Conseil général revendique sa compétence d'hyper-proximité. Si les départements n'étaient pas là, ou si on regroupait les départements avec je ne sais quelle autre collectivité, notre qualité de service public, et donc de service au public, serait beaucoup moindre. Pourtant, l'inquiétude plane sur l'échelon départemental. Gaspillage, millefeuille territorial, l'UMP souhaite sa fusion avec les régions. Pour le président de l'Assemblée des départements de France, la pertinence est encore bien là. Il y a parmi les 8 pays les plus peuplés d'Europe, de la Pologne à l'Allemagne, eh bien, 3 niveaux de collectivité. Ce n'est pas, je veux dire, le fruit du hasard. C'est qu'il y a beaucoup de population, beaucoup d'espace, une société et un territoire de complexité. Et aujourd'hui, chacun doit avoir sa place. Le département est au cœur des politiques sociales, de développement local, d'aménagement du territoire. Souvent critiqué mais jamais vraiment oublié, après la commune, le département reste la plus ancienne circonscription administrative de France. En bref, le Sénat a modifié la loi Duflot sur le logement en commission. De peur de perdre leurs compétences en matière d'urbanisme, les sénateurs ont adopté un amendement qui permet le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités, sauf si une minorité de blocage s'oppose à ce transfert. Contrôler les comptes des comités d'entreprise pour éviter de nouveaux scandales financiers comme ceux qui ont touché Air France ou encore la SNCF récemment, c'est l'objectif d'un texte adopté ce matin par le Sénat contre l'avis du gouvernement. Les explications de Julie Hulin. Détournement, gaspillage, France Télécom, RATP, Air France, sur fond de guerre syndicale, des scandales à répétition ont touché les comités d'entreprise ces dernières années. En cause, l'absence de tout contrôle sur les comptes. Pour y remédier, le Sénat se prononçait ce matin sur une proposition de loi portée par l'UMP. Le texte est important parce qu'il va donner des règles de gestion qui évitera les errements et qui facilitera le travail à la plupart des petits comités d'entreprise qui gèrent leurs comptes un petit peu comme une association. Il faut effectivement que ces comités d'entreprise soit encadré comme il se doit, comme le sont d'ailleurs tous les autres organismes. Si la majorité et l'opposition s'accordent sur le fond, ce matin le texte a été adopté de justesse. Socialistes et communistes ont marqué leur opposition sur le calendrier. Je ne peux pas donner un avis favorable du gouvernement au regard d'un enjeu de méthode et uniquement de méthode. Dès le départ, un travail partenarial a été conduit avec les partenaires sociaux sur ce dossier. Il doit évidemment être mené jusqu'au bout avec eux. Il n'y a pas nécessité puisque les partenaires sociaux sont d'accord. Je vous dis, ce n'est qu'une question d'affichage gouvernemental qui veut avoir la paternité de ce texte. C'est regrettable. Le gouvernement prévoit en effet un projet de loi global concernant notamment la formation professionnelle et la transparence du financement des comités d'entreprise. Le ministre du Travail s'est engagé ce matin à ce que ce texte soit adopté avant la fin de l'année.
Bernard Tapie est visée par une information judiciaire pour fraude fiscale. Elle a été confiée au juge Tournaire en charge de l'affaire sur l'arbitrage controversé sur la vente d'Adidas, ce qui vaut à l'homme d'affaires d'être mis en examen. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais à quand une femme au Panthéon? François Hollande annoncera son choix d'ici à la fin de l'année. Il devrait s'appuyer sur le rapport qui lui a été remis ce matin et qui recommande de rendre hommage à des femmes du XXe siècle, incarnant un message fort d'engagement républicain. L'auteur de ce rapport est notre invité, Philippe Bellaval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous recommandez dans votre rapport au président de la République de féminiser le Panthéon. Quel type de personnalité avez-vous privilégié dans ce rapport ? J'ai privilégié les personnalités, les femmes tout d'abord, de façon très claire, très explicite, très forte, et les femmes du XXe siècle pour permettre une identification plus facile de nos contemporains à des parcours exceptionnels. Le XXe siècle a été aussi d'ailleurs le siècle de l'émergence des femmes dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie politique. Et je propose des femmes qui se sont engagées avec courage dans les guerres, dans les moments d'épreuve, et qui ensuite sont restées fidèles à leur engagement républicain et l'ont mis au service d'actions de transformation sociale. Le vice-président socialiste du Sénat, Didier Guillaume, a proposé Lucie Aubrac, la résistante. Est-ce que c'est un profil qui pourrait séduire le président de la République? Si le président de la République valide les critères que je lui ai proposés, Lucie Aubrac correspond à ces critères indiscutablement. Alors vous avez lancé une grande consultation sur Internet le 2 septembre. Il y a eu 30 000 participants, 2000 noms ont été évoqués. Qui a été le plus plébiscité par les personnes qui ont participé à cette consultation? Bien, beaucoup de femmes, et le numéro 1, en quelque sorte, c'est aussi une femme, c'est Olympe de Gouges, qui est évidemment l'une des fondatrices les plus emblématiques de l'action féministe, puisqu'elle avait rédigé une déclaration de la femme et de la citoyenne qui était décalquée sur la déclaration des droits de l'homme qu'elle trouvait trop réservée aux hommes. Et puis c'était aussi une personne qui défendait les droits des esclaves et qui a péri sur l'échafaud pendant la Terreur. Est-ce que vous avez une préférence à titre personnel ? J'ai une préférence pour les personnalités féminines de manière générale, et dans les critères que j'ai donnés, on n'a malheureusement que l'embarras du choix, donc je laisse le président de la République se déterminer en fonction de sa prérogative présidentielle. Alors on sait qu'il devrait se prononcer d'ici la fin de l'année, et à chaque fois qu'il est intervenu, rarement, mais sur ce dossier, il a laissé bien peut-être sentir qu'il nommerait une femme. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a que 2 femmes, Marie Curie et Sophie Berthelot. Comment ça s'explique, ça, que le Panthéon soit aussi peu féminisé? Ça s'explique par le fait que pendant longtemps, les femmes ne participaient pas à la vie de la nation, que de façon extrêmement épisodique. Elles n'étaient pas représentées au Parlement, elles n'avaient pas le droit de vote, et évidemment, des hommes entre eux étaient naturellement portés à ne retenir que des candidatures d'hommes. Mais en fait, lorsqu'on regarde par exemple les résultats de la consultation à laquelle vous faites allusion, on voit que même avant le XXe siècle, il y a des femmes qui se sont engagées de façon remarquable et qui sont identifiées par les Françaises et les Français comme particulièrement remarquables. Donc en fait, il y a eu probablement aussi une volonté de minimiser le rôle des femmes, volonté qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai proposé au président de la République de faire un geste fort en panthéonisant une ou plusieurs femmes. Votre rapport contient aussi des pistes pour rendre ce monument qu'est le Panthéon plus attractif. Est-ce qu'il est délaissé aujourd'hui par les visiteurs? Il n'est pas à proprement parler délaissé, puisqu'il y a 750 000 visiteurs par an, et que dans les enquêtes de public qu'on fait, on voit que c'est un monument qui a une grande notoriété, mais une notoriété malgré tout insuffisante par rapport à ce qui est sa signification. Parce qu'évidemment, c'est un chef-d'œuvre d'architecture, il y a des œuvres d'art remarquables, il y a des témoignages historiques, mais de par les personnalités qui y sont inhumées, il y a aussi
un peu de l'essence de ce qui fait l'âme de la République. Et donc c'est un monument qui devrait être beaucoup mieux connu, beaucoup mieux compris et davantage fréquenté. Merci beaucoup Philippe Bellaval. Et là, on attend la décision du président de la République. Dans les prochaines semaines. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, a présenté aujourd'hui ses chefs de file dans les 20 arrondissements de la capitale. Tous prêts, je cite, à la bataille contre la gauche. 11 femmes et 9 hommes, 47 ans de moyenne d'âge, gage de renouvellement. Nathalie Kosciusko-Morizet a également réagi à l'annonce du Conseil d'État qui recommande une loi avant l'ouverture d'une salle de consommation de drogue à Paris. On l'écoute. Nous avons dit depuis plusieurs mois déjà que ce projet de salle de shoot était illégal. Il est illégal. Moi, je crois qu'il est aussi inefficace en matière de prévention. Il n'est pas une réponse à la toxicomanie et à son développement à Paris. Voilà, hier, c'est le Conseil d'État qui a donné raison à cette position. Je souhaite maintenant que les socialistes disent clairement qu'ils se rendent à cet avis, qu'ils disent clairement qu'ils renoncent à ce projet que nous combattons et que nous contestons. 24 heures Sénat, tout de suite, le débat. Alors que les universités ont fait leur rentrée début octobre, le Sénat a consacré cet après-midi sa séance de questions cribles à la rentrée universitaire. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, il y a des bons et des mauvais élèves. On l'écoute. Je ne vois pour les universités ni la vie en rose ni la vie en noir. C'est-à-dire que la situation que j'ai trouvée en arrivant en 2012 à ce ministère était effectivement une situation difficile pour un certain nombre d'universités. Pour autant, il nous faut donner une image de l'université qui soit une image de qualité, car l'enseignement à l'université est de qualité. Et il ne faudrait pas, en demandant des moyens nouveaux, contribuer encore à déqualifier la représentation que l'on se fait des universités. L'enseignement à l'université est sûrement l'enseignement de plus grande qualité. Nous ne supprimons pas des emplois, nous en créons 1000 par an pendant 5 ans. Cela n'avait pas été fait depuis des années. Et pour comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les universités, voyez cet exemple de la faculté d'Evry en Essonne où s'est rendue notre journaliste Cécile Sixou. Mais depuis une semaine, en fait, on fonctionne avec des rallonges qu'on rajoute. Dans le local syndical de l'université d'Evry, on fait avec les moyens du bord pour avoir de l'électricité. Une réparation pas prioritaire pour l'université qui, depuis la loi sur l'autonomie, est au régime sec. On se retrouve avec donc le retour massif au cours en amphi, puisque ça revient moins cher. On diminue les TD. Donc avant, on avait 9 séances, par exemple, de travaux dirigés. On est passé à 8. Se serrer la ceinture, c'est le maître mot du doyen de l'université, Philippe Houry. Il a récupéré à sa prise de poste en 2011 une faculté en déficit. Depuis, il tente de redresser la barre. Des cursus ont été fermés, des postes non remplacés, mais pas seulement. Je crois que la chose la plus difficile que j'ai vécue, c'est le gel des crédits sur les bâtiments. Donc on doit se mettre en conformité sur hygiène, sécurité, handicap, on doit entretenir nos bâtiments et les gouvernements successifs ont gelé tous les crédits pour l'entretien des bâtiments. Donc ça c'est une véritable catastrophe, je pense que toutes les universités le vivent de la même façon. Des présidents d'université désormais managers qui gèrent l'université comme une entreprise. Pour Jérôme Glanchant, prof d'économie, la fac d'Evry n'y était pas préparée. On a peut-être pensé qu'on montrait des fondations ou qu'on irait chercher de l'argent dans les entreprises, mais on voit que c'est extrêmement difficile, que la concurrence est très forte, qu'on n'a pas la qualité justement peut-être de certaines grandes écoles dans notre capacité à capturer des fonds, etc. Et donc de ce point de vue-là, on n'était pas vraiment prêt. Philippe Houry espère bien trouver l'équilibre budgétaire en 2015. Son université pourrait profiter d'un nouvel élan. Elle intégrera le projet de regroupement Paris-Saclay en 2020. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir, Dominique Gillot, bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste du Val d'Oise, et Jacques Legendre, bonsoir, sénateur UMP du Pas-de-Calais. On vient de le voir dans du Nord, pardon. On vient de le voir dans ce reportage, Dominique Gillot, là la faculté d'Evry, la situation est plutôt critique. Ça c'est un exemple des ravages entre guillemets qui ont été faits par la loi LRU.
Il est vrai que le passage aux responsabilités et compétences élargies a été difficile pour certaines universités qui n'étaient pas préparées à la globalité des responsabilités. Mais progressivement, on constate que les universités se sont dotées des compétences, ont élevé leur niveau de professionnalisme pour gérer notamment le patrimoine, comme l'indique ce responsable d'université. Mais toutes ne sont pas encore au même niveau de maîtrise de ces fonctions support qui sont nécessaires pour gérer des budgets aussi importants que ceux qui ont été dévolus à l'université. Jacques Legendre, l'université française va mal aujourd'hui. Quel est votre diagnostic ? J'ai le sentiment qu'une réforme importante a été faite par la loi LRU quand elle a permis aux universités de prendre leur autonomie. Mais c'est vrai que ça signifie une véritable révolution intellectuelle. Il faut prendre soi-même en charge la gestion de l'université et il y faut un certain temps. Donc on peut encore trouver des cas de difficultés comme celle qui est exprimée tout à l'heure, mais un pas a été franchi et je crois qu'il va dans le bon sens. Il y a quand même des inquiétudes. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la fermeture de l'antenne de Béziers, cette faculté qui accueille 700 étudiants et visiblement, eh bien, ils sont étudiants en psychologie, information, communication ou histoire. Et donc, bien, cette antenne est menacée, elle pourrait fermer. Ils sont obligés de partir à Montpellier. Qu'en pensez-vous, Dominique Gillot ? C'est une très mauvaise nouvelle qui a été publiée comme ça dans les médias. C'est une volonté du conseil d'administration, visiblement, d'attirer l'attention du ministère sur une situation qu'il juge difficile à contrôler, à maîtriser. Les services du ministère ont engagé un audit d'accompagnement pour vérifier comment les choses peuvent être reprises, accompagnées, parce qu'il n'est pas question de laisser l'université dans cette situation. Il n'est pas question, d'après ce que nous dit la ministre, de fermer l'antenne de Béziers. Et cette université, Montpellier 3, vient de rentrer dans les responsabilités et compétences élargies en 2012. Donc, il y a une nécessité là d'adapter les comptes, les provisionnements des amortissements, des choses comme ça. Donc, il y a vraisemblablement des problèmes d'écriture, des problèmes de culture budgétaire et financière qui ne sont pas encore complètement appropriés, mais qui devraient se produire dans les mois, dans les années qui viennent. On a vu ces dernières années des universités qui étaient dans cette grande difficulté et qui aujourd'hui ont maîtrisé leurs difficultés d'une manière prospective avec l'aide du ministère. Jacques Legendre, sur ces problèmes d'antennes. Je suis très attaché aux antennes parce qu'elles ont permis, à cause de leur bonne répartition sur l'ensemble du territoire et à cause de la proximité qu'elles créent, elles ont permis la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Pour qu'il y ait démocratisation, il faut évidemment améliorer la situation financière, le problème de logement des étudiants, mais il est important aussi de mieux répartir. Il y a une vingtaine d'années, les universités mères se plaignaient d'avoir des premiers cycles qui étaient hypertrophiés. Elles ont accepté à ce moment-là de créer des antennes universitaires. L'idée était qu'il vaut mieux déplacer 4 professeurs dans une ville moyenne que de faire venir 400 étudiants dans une ville moyenne vers le centre. Et maintenant que la démographie est stabilisée, certaines universités ont tendance à oublier cela et à vouloir au contraire ramener, reconcentrer vers la maison mère tous leurs étudiants. J'avais déjà saisi Madame Fioraso lors du débat sur la loi de ce problème. Je crois qu'il faut que le gouvernement, que la ministre tienne la main à ce que l'on ne recule pas sur l'intérêt de la proximité pour les étudiants, à condition que ce soit une gamme de premier cycle large pour qu'il n'y ait pas de mauvaises orientations générées par la proximité. Mais sur ce point, nous devons les uns et les autres être fermes. Nous avons besoin de nos antennes universitaires. Oui, car certains syndicats sont très inquiets, le redoutent des fermetures des facultés de sciences sociales comme ça a pu se produire au Portugal ou en Grèce. Les syndicats jouent leur rôle d'alerte, de pointage des difficultés. Mais il est évident que la loi enseignement supérieur et recherche qui a été promulguée en juillet dernier met un accent, un enjeu essentiel sur la réussite étudiante, sur le premier cycle. Et comme le dit mon collègue, et nous sommes vraiment d'accord sur ce sujet, c'est qu'il faut absolument garantir l'accueil des étudiants de premier cycle dans les meilleures conditions en leur permettant de comprendre ce que l'université peut leur apporter, ce qu'ils peuvent attendre de l'université et en même temps d'avoir une spécialisation progressive dans la définition de leurs études, éventuellement d'avoir une réorientation
décision précoce en cours d'année pour mieux apprécier leurs atouts et leurs désirs, de telle sorte que l'enseignement supérieur et la recherche soit une vraie chance pour tout le monde. C'est à l'université que se prépare la France de demain, et tous les étudiants doivent pouvoir bénéficier de cette attention de l'enseignement public. Alors justement, supérieur. Geneviève Fioraso, lorsqu'elle a fait sa conférence de presse de rentrée, a dit avoir un triple objectif: favoriser la réussite étudiante, l'insertion professionnelle et démocratiser l'accès à une qualification de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'elle peut atteindre cet objectif aujourd'hui, Jacques Legendre? Je l'espère. On doit toujours parier sur la réussite de notre enseignement supérieur. Il a parfois du mal à exprimer sa qualité parce que les jugements du type Shanghai, à cause des critères qui sont retenus, ne tiennent pas compte des spécificités françaises. Mais nous avons quand même à améliorer encore notre place dans le classement de Shanghai. Alors comment on peut l'améliorer? Quelles sont vos propositions? D'une part, une tendance au regroupement pour créer des universités plus visibles. Je crois qu'il ne faut pas trop exagérer non plus. Il faut s'assurer que les rassemblements que l'on organise ainsi et qui font que les universités seront beaucoup plus importantes, permettent quand même un management de l'université qui soit efficace. Il ne faut pas non plus, en additionnant, oublier un petit peu ceci. Et puis, il y a évidemment tout l'aspect recherche. L'université française concourt à la recherche et elle doit, de ce point de vue-là, être tout à fait en pointe. Pourtant, dans votre rapport, vous, Dominique Gillot, sur justement l'application de cette loi LRU, vous disiez que l'université peine encore à s'imposer comme une voie de formation d'excellence. Pourquoi ce constat? Tout à fait. C'est le constat qui a été fait dans les dernières années et auquel la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche veut apporter des correctifs en rendant plus visible justement la qualité de formation, la qualité d'insertion professionnelle et la réussite professionnelle à l'université. Et cet effort qui va être fait, qui est à l'œuvre aujourd'hui, associé à l'effort pour la recherche, avec des précisions sur les enjeux de la stratégie nationale de recherche, vont rendre l'université française plus visible à l'international. Et cet échange avec les chercheurs étrangers va être bénéfique aussi à nos étudiants. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est mettre chaque pierre l'une derrière l'autre, c'est reconstruire la confiance des familles dans l'université pour le premier cycle. Et ça passe par un meilleur accueil des étudiants, un meilleur suivi des étudiants, une meilleure liaison entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur pour qu'il y ait ce continuum dans la pédagogie, dans l'attention pédagogique, pour que les lycéens qui deviennent étudiants sachent où ils arrivent, qu'ils ne soient pas perdus dans une orientation qu'ils n'ont pas forcément choisie et dont ils ne sauraient pas sortir. Je ne voudrais pas qu'on oublie un autre point que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est celui de la qualification professionnelle. Dans l'enseignement supérieur, on se prépare aussi à trouver un métier. Il y a donc, si vous voulez, des problèmes d'orientation, il y a les rapports entre l'université, le monde des entreprises. Ça ne peut pas être l'apanage des grandes écoles. Les universités ont, je crois, fait des progrès dans ce domaine, mais il faut les aider à continuer dans ce domaine pour qu'on n'assiste pas à une dégradation de la situation des étudiants qui, dans le temps, presque tous à Bac plus 4, Bac plus 5, trouvaient un travail assez vite et qui maintenant, dans certaines spécialités, ont beaucoup de mal à trouver du travail. Alors, ce n'est pas l'université qui crée l'emploi, c'est l'activité économique, c'est évident. Mais tout de même, les questions d'orientation sont capitales. Et je crois que cette préoccupation du placement professionnel des étudiants, elle doit être aussi au cœur des réflexions des universités. Justement, aujourd'hui, dans le Figaro, il y avait un sondage, alors il concerne les grandes écoles, et là, 79% des étudiants des écoles les plus brillantes de France envisagent de partir travailler à l'étranger. C'est un sondage qui a été réalisé par l'Institut Montaigne, par Harris Interactive. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Dominique Gillot? La mobilité étudiante est une bonne chose aussi. Il n'est pas question de prendre les étudiants ou les diplômés. Là, c'est pas que la mobilité étudiante, c'est qu'après leurs études, ils partent travailler à l'étranger. Oui, mais avec l'espoir
encore te revenir. Je pense qu'il est important qu'on ait ces échanges. Et d'ailleurs, nous souhaitons vraiment rendre l'université française attractive pour accueillir de plus en plus d'étudiants étrangers, de chercheurs étrangers, pour qu'il y ait ce brassage des connaissances dans la fabrication d'une connaissance au niveau international qui soit profitable à la meilleure insertion. Eh bien, merci. Le journal est terminé. On aura l'occasion d'en reparler, Jacques Legendre. Merci à vous deux d'avoir été les invités. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk qui reçoit ce soir Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. Bonne soirée à tous.